Pendant 2 décennies, une douleur insondable a rongé la famille de Natalee Holloway. Une douleur brute, déchirante, celle que l'on ressent lorsque l'on sait que sa fille a été arrachée à la vie dans des circonstances atroces, sans qu'un coupable ne soit jamais désigné, ni que le corps ne soit retrouvé. Mais après des années de silence glacial et de dénégation méprisante, le principal suspect a enfin brisé le mur du secret. Sa confession, aussi libératrice soit-elle pour l'esprit, ne suffira jamais à ramener Natalee, fille tant aimée et amie précieuse. Car comment se reconstruire quand l'horreur de la vérité est encore pire que les pires des cauchemars? Aujourd'hui, alors que les ténèbres se dissipent, nous allons assembler chaque pièce de l'affaire Natalee Holloway, un puzzle macabre dont le dernier fragment vient tout juste d'être révélé. Si vous étiez là au début des années 2000, le visage de Natalee Holloway vous est probablement familier. Son sourire irradiant était sur toutes les chaînes d'information, son nom en une de chaque journal. Elle avait 18 ans, venait tout juste d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires en Alabama et s'apprêtait à vivre un voyage de célébration à Aruba en mai 2005, aux côtés de ses camarades de classe. Ce qui devait être une escapade ensoleillée se transforma en un cauchemar absolu, un cauchemar qui allait hanter sa famille et captiver le public pendant les 20 années à venir. Durant des années, personne ne sut exactement ce qui s'était passé. Les rumeurs se multipliaient, les suspects passaient, les pistes s'éteignaient, et d'innombrables reportages spéciaux ne cessaient d'alimenter le mystère. Chacun avait sa propre théorie. L'affaire semblait figée dans le temps, un point d'interrogation déchirant qui refusait obstinément de livrer sa réponse. Au centre de cette énigme se trouvait un homme, Joran van der Sloot. Il fut la dernière personne vue en compagnie de Natalee, et il devint rapidement le principal suspect. Mais sans corps ni preuve concrète, aucune accusation ne tint. Puis, une accélération soudaine en 2023, et tout bascula. Presque de nulle part, dans une salle d'audience paisible de Birmingham, en Alabama, la vérité éclata enfin, et elle était encore plus sombre que la plupart ne l'avaient imaginé. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer pour des accusations d'extorsion sans rapport direct, Joran confessa enfin. Non seulement il avoua savoir ce qui s'était passé, mais il admit l'avoir tué. Selon ses propres aveux, il aurait tenté des avances sexuelles sur Natalee sur la plage. Elle l'aurait rejetée et il l'aurait battue à mort avec un bloc de béton, avant de pousser son corps dans la mer. Juste comme ça. Pas de drame, pas de mystère. Juste une vérité crue, terrifiante. Pour la mère de Natalee, Beth Holloway, le moment fut aussi surréaliste que dévastateur. Elle avait passé 18 ans à chercher des réponses, à suivre des pistes qui ne menaient nulle part, à espérer une avancée. Et la voilà enfin, non pas une justice rendue à Aruba, non pas de nouvelles preuves, mais de la bouche même de l'homme qui l'avait tourmenté toutes ces années. C'est fini, déclara-t-elle. Joran van der Sloot n'est plus un suspect. Il est le tueur. Une force certaine émanait de sa voix, mais on pouvait toujours y déceler la douleur lancinante. La clôture est une chose complexe, parfois elle apporte la paix, parfois elle rouvre des plaies. Et si vous vous demandez pourquoi il se trouvait devant un tribunal en Alabama, voici le détail le plus invraisemblable. Ce n'était pas pour le meurtre de Natalee. C'était parce qu'en 2010, Joran avait tenté d'extorquer $250 000 à Beth Holloway, offrant de révéler l'emplacement du corps de Natalee en échange de l'argent. Elle lui donna un acompte, et il lui rendit des mensonges. C'est ce qui l'a finalement conduit à être extradé du Pérou, où il purgeait déjà une peine de 28 ans de prison pour le meurtre d'une autre femme, Stephanie Flore, en 2010. Il s'avère qu'il ne s'est pas arrêté à Natalee. Dès le tout début, Van der Sloot a joué un rôle central dans le mystère entourant la disparition de Natalee Holloway. Il fut la dernière personne connue à avoir été avec Natalee la nuit du 30 mai 2005, lorsque cette jeune diplômée de 18 ans de l'Alabama s'est volatilisée lors d'un voyage à Aruba. Presque immédiatement, ses déclarations à la police commencèrent à varier. Initialement, il affirma que lui et 2 amis avaient déposé Natalee à son hôtel. Puis, il changea son récit, déclarant qu'il l'avait laissée sur la plage. Les incohérences de ces récits soulevèrent l'indignation publique et les soupçons, mais malgré des recherches et des interrogatoires poussés, aucune preuve concluante n'émergea. Au cours des années suivantes, Van der Sloot continua de se placer sous les feux des projecteurs, offrant souvent des informations sensationnelles mais invérifiables sur ce qui s'était passé cette nuit-là. En 2008, le journaliste néerlandais Peter R. de Vries enregistra secrètement Van der Sloot, qui sembla admettre avoir été présent lorsque Natalee mourut et avoir disposé de son corps. Pourtant,
Une fois confronté, il rejeta l'enregistrement comme une fabrication, un mensonge raconté pour gagner la confiance d'un prétendu trafiquant de drogue. Cela devint un schéma récurrent. Van der Sloot ferait des aveux, pour ensuite les rétracter, affirmant qu'ils étaient des mensonges destinés à tromper, à égarer ou à capitaliser sur l'attention médiatique. Ses motivations devinrent de plus en plus suspectes. En 2010, Van der Sloot tenta d'extorquer la mère de Natalee, Beth Holloway, en lui offrant de révéler l'emplacement des restes de Natalee en échange d'argent. Après avoir reçu un paiement partiel, il conduisit son avocat à une maison qui s'avéra être une fausse piste. Cet acte le conduisit finalement à des accusations fédérales aux États-Unis pour extorsion et fraude électronique, dépeignant Van der Sloot non seulement comme une figure manipulatrice, mais comme quelqu'un prêt à monnayer la douleur d'une mère. Le tournant survint en 2023, près de 20 ans après la disparition de Natalee Holloway, lorsque Van der Sloot, face à l'extradition et aux accusations aux États-Unis, livra une confession que les forces de l'ordre décrivirent comme crédible et détaillée. Dans sa déclaration, il admit avoir tenté d'agresser sexuellement Natalee, et lorsqu'elle résista, il devint violent, la frappant à la tête avec un bloc de béton et se débarrassant de son corps. Cette confession, contrairement à ses précédentes, faisait partie d'un accord de plaidoyer officiel, la rendant juridiquement contraignante et recevable. Ce fut la première fois que Van der Sloot offrit un récit avec suffisamment de détails corroborants pour être jugé véridique par les autorités. Cette confession finale non seulement confirma ce que beaucoup suspectaient depuis des années, mais elle exposa également les tendances manipulatrices de Van der Sloot sous un jour cru. Il avait joué avec la vérité pendant près de 2 décennies, entraînant une famille en deuil dans un labyrinthe de mensonges. La nature de sa confession froide, dénuée d'émotion et sans remords, offrit un aperçu d'un individu profondément perturbé dont le besoin de contrôle et d'attention primait souvent sur sa volonté de dire la vérité. Ce n'était pas seulement une révélation de culpabilité, c'était l'aboutissement d'une longue campagne de guerre psychologique. La confession de Joran Van der Sloot dans l'affaire Natalee Holloway est moins un moment de justice qu'une confirmation amère. Elle clôt un chapitre mais offre peu de consolation, car elle souligne la durée pendant laquelle il a retenu la vérité et la douleur qu'il a infligée dans l'intervalle. L'histoire ne concerne pas seulement un crime, elle concerne la manipulation de la vérité, la transformation de l'incertitude en arme et la révélation éventuelle, tardive, de la conscience d'un tueur, longtemps enfoui sous des couches de tromperie. Saviez-vous qu'il y a eu plusieurs autres personnes impliquées dans l'enquête, en dehors de Joran? C'est ce que nous allons découvrir. Ce fut un long chemin avant d'obtenir la confession du suspect. Le 5 juin, les autorités d'Aruba arrêtèrent 2 anciens gardes de sécurité, Nick John et Abraham Jones, soupçonnés d'enlèvement et de meurtre de Natalee Holloway. Les 2 hommes avaient précédemment travaillé à l'hôtel Allegro, qui était fermé pour rénovation à l'époque. Bien que les autorités n'aient jamais publiquement expliqué la raison de leurs arrestations, les rapports des médias suggéraient que les déclarations de Joran Van der Sloot et des frères Kalpoe avaient pu influencer cette décision. De plus, il fut rapporté que John et Jones étaient connus pour fréquenter les zones hôtelières afin de rencontrer des femmes, et que l'un d'eux avait déjà eu affaire à la justice. Les 2 hommes furent détenus pendant plus d'1 semaine, mais libérés le 13 juin sans être inculpés. Quelques jours plus tard, le 9 juin, la police arrêta Joran Van der Sloot et les frères Deepak et Satish Kalpoe, soupçonnés d'enlèvement et de meurtre. Selon la loi d'Aruba, les autorités peuvent arrêter quelqu'un sur la base d'une forte suspicion, mais doivent continuer à justifier la détention par des preuves croissantes lors des examens judiciaires. Le chef adjoint de la police, Gerold Dompig, déclara plus tard que ces 3 hommes avaient été au centre de l'enquête dès le début. La surveillance policière, les écoutes téléphoniques et le suivi des courriels commencèrent dans les 3 jours suivant la disparition de Natalee Holloway. Cependant, Dompig nota également que la pression de la famille Holloway avait incité les autorités à agir plus tôt que prévu et à arrêter les suspects avant de recueillir davantage de preuves. Le 11 juin, David Cruz, porte-parole du ministre de la Justice d'Aruba, annonça incorrectement que Natalee était morte et que les autorités savaient où se trouvait son corps. Il rétracta plus tard cette déclaration, affirmant avoir été mal informé. Le même soir, Dompig déclara à l'Associated Press que l'un des suspects avait admis que quelque chose de grave s'était produit à Natalee après qu'il l'eût emmenée à la plage et que la police était en route vers les lieux. Le lendemain, les procureurs ne confirmèrent ni ne nièrent cette affirmation, déclarant seulement que l'enquête avait atteint une phase critique. Le 17 juin, une 6e personne,
le disc-jockey local Steve Gregory Crowe fut arrêté après avoir été impliqué par l'un des suspects d'origine. Puis, le 22 juin, le père de Joran, Paulus van der Sloot, fut détenu pour interrogatoire et brièvement arrêté. Crowe et Paulus furent tous deux libérés le 26 juin. Tout au long de cette période, les récits des suspects changèrent plusieurs fois. Les trois finirent par affirmer que Joran et Nathalie avaient été déposés sur la plage près de l'hôtel Marriott et que les frères Kalpoe les avaient laissés là. Joran déclara initialement qu'il avait laissé Nathalie indemne sur la plage. Selon l'avocat de Satish Kalpoe, Joran appela plus tard Deepak et lui envoya un SMS 40 minutes plus tard pour dire qu'il rentrait chez lui à pied. Dans une autre version des événements, Joran affirma qu'il avait été déposé chez lui tandis que les frères Kalpoe s'éloignaient avec Nathalie, une histoire que la police rejeta plus tard. Dompig critiqua ce troisième récit, suggérant que Joran n'avait changé son histoire que pour rejeter la faute sur les frères Kalpoe après qu'ils eurent commencé à le désigner du doigt. Il nota que les incohérences entre leurs déclarations avaient provoqué des disputes entre les suspects lors des audiences. Dompig exprima sa confiance dans la deuxième version de l'histoire que Nathalie et Joran avaient été laissés sur la plage près de l'hôtel Marriott. Suite à un examen judiciaire, les frères Kalpoe furent libérés le 4 juillet, tandis que Van der Sloot resta en détention pendant 60 jours supplémentaires. Le 4 juillet 2005, l'armée de l'air royale néerlandaise envoya des jets F-16 équipés de capteurs infrarouges pour aider à la recherche de Nathalie Holloway, mais ils ne trouvèrent rien. Plus tard, en mars 2006, des images satellites furent comparées à de nouvelles photos pour détecter tout changement dans le paysage qui pourrait suggérer un site de sépulture. Après qu'un jardinier local ait affirmé avoir vu Joran van der Sloot et les frères Kalpoe près du Aruba Hockey Club tôt le matin du 30 mai, un étang voisin fut partiellement drainé, mais rien ne fut trouvé. Une autre piste vint d'un jogger qui dit avoir vu des hommes enterrer une femme blonde dans une décharge qui avait déjà été fouillée une fois. Les autorités fouillèrent la décharge 3 fois de plus avec des chiens de détection de cadavres, mais ne trouvèrent toujours aucune preuve. Le FBI et la police d'Aruba collaborèrent à l'enquête, analysant du ruban adhésif avec des cheveux blonds. Cependant, les tests montrèrent que les cheveux n'appartenaient pas à Nathalie Holloway. Le 26 août, les frères Kalpoe furent de nouveau arrêtés avec Freddy Arambadsi, soupçonné dans une affaire sans rapport impliquant un mineur. Dompig admit plus tard que ces arrestations étaient destinées à faire pression sur les suspects pour qu'ils avouent, ce qui échoua. En septembre 2005, un juge ordonna la libération de tous les suspects, qui devaient rester disponibles pour être interrogés. Toutes les restrictions furent levées le 14 septembre. Joran van der Sloot accorda plusieurs interviews aux médias au cours des mois suivants. Sur Fox News en mars 2006, il affirma que Nathalie Holloway voulait avoir des relations sexuelles, mais qu'il avait refusé car il n'avait pas de préservatif. Il dit qu'elle avait choisi de rester sur la plage et que son ami Satish l'avait récupérée vers 3 heures du matin. Cependant, l'avocat de Satish affirma que Satish était allé se coucher et n'avait jamais récupéré Joran cette nuit-là. Joran admit avoir initialement menti, mais affirma l'avoir fait parce qu'il pensait que Nathalie serait retrouvée rapidement. Début 2006, le FBI réinterrogea les camarades de classe de Nathalie Holloway et la police d'Aruba effectua d'autres recherches près de la plage de l'hôtel Marriott et des dunes de sable, aucune d'elles ne donna de résultat. Avant de se retirer de l'affaire, le chef Gerold Dompig donna une interview déclarant qu'il pensait que Nathalie Holloway était peut-être décédée d'un empoisonnement à l'alcool ou à la drogue et que son corps avait ensuite été caché. Il affirma également que l'enquête avait coûté à Aruba environ 3 millions de dollars. La famille Holloway rejeta toute allégation de consommation de substances. Le 11 avril 2006, le père de Nathalie, Dave Holloway, publia un livre détaillant la recherche de sa fille et accusant les autorités d'Aruba de corruption et de mauvaise gestion. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Pour beaucoup, l'affaire résolue, mais cela ne ressemble pas à un triomphe. Cela ressemble plutôt à une blessure qui n'a jamais guéri et qui vient d'être ouverte. Nous avons enfin la réponse, mais elle est venue de la pire personne possible, de la pire des manières. Il n'y a pas de fin heureuse ici, juste un sentiment de sombre résolution. Comment est-elle morte exactement? Regardons selon les propres mots de Joran. Nathalie Holloway est morte d'une manière violente et tragique, selon la confession que Joran van der Sloot a finalement livrée en 2023. Après des années de mensonges et de demi-vérités, il a admis l'avoir tuée la nuit de sa disparition à Aruba en 2005. Dans sa déclaration, il a dit qu'il essayait de l'agresser sexuellement, et quand elle a refusé et a essayé de se défendre, il est devenu enragé.
C'est alors qu'il a saisi un bloc de béton et l'a frappé à la tête avec. Le coup l'a tué instantanément, selon ses propres mots. Ce qui est particulièrement troublant, c'est à quel point Van der Sloot était calculateur, même après les faits. Il a dit qu'il a traîné son corps jusqu'à l'océan et s'en est débarrassé. C'est pourquoi, malgré des recherches massives au fil des ans, ses restes n'ont jamais été retrouvés. Pendant près de 2 décennies, il a laissé sa famille souffrir sans aucune clôture, tandis qu'il continuait à donner de fausses confessions, à changer son histoire à plusieurs reprises et a même tenté de tirer profit de leur désespoir en vendant de fausses informations sur ce qui lui était arrivé. Les détails qu'il a fournis dans cette dernière confession correspondaient à des choses que les autorités soupçonnaient depuis des années. Ce n'était pas un simple coup de pub. Cette fois, le récit était étayé par des faits précis qui correspondaient aux enquêtes antérieures. Et bien que cela n'ait pas ramené Natalie, cela a finalement donné à sa famille une réponse déchirante qu'ils attendaient depuis près de 20 ans. La question de savoir si le corps de Natalie Holloway sera un jour retrouvé a hanté sa famille, les enquêteurs et le public pendant près de 2 décennies. Malgré des efforts inlassables, de nombreuses recherches et une attention internationale sur l'affaire, ces restes n'ont jamais été retrouvés. Si des développements récents, y compris la confession tant attendue de Joran Van der Sloot, ont enfin fourni des réponses sur ce qui lui est arrivé, la possibilité de récupérer son corps reste douloureusement incertaine. Selon la confession de Van der Sloot en 2023, Natalie a été tuée et son corps jeté à l'océan peu après sa disparition. Il a affirmé l'avoir frappé à la tête avec un bloc de béton sur la plage, puis l'avoir traîné dans l'eau. Si ce récit est exact, et les autorités pensent que c'est probable, cela représente un énorme défi à tout espoir de retrouver ses restes. L'océan est vaste et impitoyable. Les marées, les courants et l'activité marine sur près de 20 ans auraient rendu la conservation et la récupération pratiquement impossibles. En d'autres termes, même avec la vérité en main, la nature a probablement effacé la dernière trace physique d'elle. Au fil des ans, de nombreuses recherches ont été menées dans des étangs, des dunes de sable et même des décharges, toutes basées sur des tuyaux, des pistes ou des confessions, dont beaucoup se sont avérés être des mensonges ou des impasses. Des chiens de détection de cadavres ont été amenés, des étangs ont été drainés et l'imagerie satellite a été utilisée pour détecter des sols perturbés. Le FBI a même testé des échantillons de cheveux et du ruban adhésif, mais rien de tout cela n'a finalement mené à Natalie. Chaque recherche infructueuse a non seulement approfondi le mystère, mais a aussi épuisé émotionnellement ceux qui lui étaient le plus proches, en particulier ses parents, qui n'ont jamais cessé de se battre pour obtenir des réponses. Le manque de corps signifiait qu'il n'y avait pas de clôture ni au sens légal, ni certainement au sens émotionnel. Ce qui rend cette affaire si tragique, c'est la façon dont elle a été façonnée non seulement par un crime horrible, mais par des années de tromperie. Les mensonges et les manipulations de Joran Van der Sloot ont considérablement retardé la vérité. Il a changé son histoire de nombreuses fois, a donné de fausses confessions et a même tenté d'extorquer de l'argent à la mère de Natalie. Avec chaque nouvelle version des événements, l'attention s'est déplacée et les enquêteurs ont été contraints de chasser des fantômes. La vérité était toujours juste hors de portée. Au moment où un récit crédible a été mis en lumière en 2023, le mal était déjà fait. Trop de temps s'était écoulé. Trop d'indices avaient probablement été perdus à cause du temps et de la nature. Il y a toujours une chance, aussi mince soit-elle, que ces restes puissent encore être retrouvés peut-être par un plongeur, échoué sur le rivage, ou lors d'un futur projet de construction ou d'excavation. Mais la plupart des experts s'accordent à dire qu'après tout ce temps, c'est peu probable. L'océan, si c'est là qu'elle a vraiment été laissée, offre très peu de secondes chances lorsqu'il s'agit de récupérer des restes. Contrairement à une tombe ou à une décharge, ils ne conservent pas, ils dispersent. C'est une réalité déchirante que de nombreuses familles de disparus en mer doivent affronter. Pourtant, pour la famille de Natalie, la confession finale peut représenter ce qui se rapproche le plus d'une clôture qu'ils obtiendront jamais. Savoir ce qui lui est arrivé même sans pouvoir la ramener à la maison est quelque chose. C'est une réponse qui leur a été refusée pendant si longtemps. Bien que la récupération physique de son corps ne se produise peut-être jamais, la vérité, longtemps enfouie par les mensonges, a enfin été mise en lumière. Et parfois, lorsque la preuve physique est perdue, la vérité devient la seule forme de justice qui reste. Natalie n'est pas morte d'une manière mystérieuse. Il n'y a pas eu de dissimulation élaborée impliquant plusieurs personnes, et aucun espoir qu'elle ait pu survivre.
Sa vie a été prise dans un acte de violence insensé par quelqu'un qu'elle venait de rencontrer et qui a ensuite passé des années à cacher cruellement la vérité. Même le processus de résolution de l'affaire a été long et horrible. La famille Tweety et leurs partisans ont critiqué ce qu'ils considéraient comme un manque de progrès de la part des autorités d'Aruba dans l'enquête. Cependant, les Tweety eux-mêmes ont été confrontés à des réactions négatives pour leurs actions sur l'île. Des critiques les ont accusés de supprimer des informations qui pourraient jeter une lumière négative sur Natalee Holloway en encourageant ses camarades de classe à ne pas parler de l'affaire et en utilisant les plateformes médiatiques pour promouvoir leur propre version des événements, des allégations que les Tweety ont niées. Beth Tweety a publiquement allégué à la fois dans des interviews aux médias et dans son livre que Joran van der Sloot et les frères Kalpoe en savaient plus sur la disparition de Natalee qu'ils ne l'avaient divulguée, et elle a affirmé qu'au moins l'un d'eux avait agressé sexuellement sa fille. Le 5 juillet 2005, après la libération initiale des frères Kalpoe, Tweety a déclaré « 2 suspects impliqués dans un crime violent contre ma fille ont été libérés hier, et elle les a qualifiés de « criminels ». Ce même soir, environ 200 habitants d'Aruba ont protesté devant le palais de justice d'Orangestad, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Innocent jusqu'à preuve du contraire ». Respectez nos lois néerlandaises ou rentrez chez vous. En réponse aux commentaires de Tweety, l'avocat de Satish Kalpoe a menacé de poursuites judiciaires, qualifiant les allégations de préjudiciables, incendiaires, diffamatoires et totalement scandaleuses. Le 8 juillet, Tweety a publié une déclaration publique expliquant que ses remarques étaient motivées par le désespoir et la frustration. Elle s'est excusée auprès du peuple et des autorités d'Aruba pour toute offense causée. En 2007, Beth Tweety a publié Loving Natalee, un Modest Testament of Hope and Faith. La même année, elle est apparue dans l'émission Nancy Grace, réitérant sa conviction que Joran van der Sloot et les frères Kalpoe étaient responsables du crime. Elle a souligné la nécessité de continuer à lutter pour la justice, déclarant « Si nous abandonnons, absolument rien ne se passera ». Après qu'une émission de télévision néerlandaise de Peter R. de Vries ait diffusé des enregistrements vidéo impliquant Van der Sloot, Tweety a maintenu que les images décrivaient fidèlement les événements entourant la disparition de Natalee. Dans une interview avec le New York Post, elle a déclaré sa conviction que sa fille serait peut-être encore en vie si Van der Sloot avait cherché de l'aide. Elle l'a accusé d'avoir jeté le corps de Natalee peut-être alors qu'elle était encore en vie, dans la mer des Caraïbes. Tweety a également allégué que Joran avait contacté son père, Paulus van der Sloot, qui avait aidé à orchestrer la dissimulation. La famille Holloway a en outre affirmé que van der Sloot bénéficiait d'un traitement préférentiel de la part du système judiciaire d'Aruba. Après qu'un tribunal ait décidé de ne pas réarrêter van der Sloot, Tweety a fait remarquer « Sa vie est un enfer » et a déclaré plus tard « Je serais contente avec une prison Midnight Express n'importe où pour Joran ». En réponse à la disparition de sa fille, Tweety a fondé l'international Safe Travel Foundation, une organisation à but non lucratif visant à éduquer le public sur les voyages internationaux plus sûrs. En mai 2010, elle a annoncé l'ouverture du Natalee Holloway Resource Center au National Museum of Crime et Punishment à Washington, D.C. Le centre, qui a ouvert ses portes le 8 juin, a été créé pour aider les familles de personnes disparues. Bien que les Holloway se soient initialement opposés à un boycott touristique d'Aruba, ils ont changé de position en septembre 2005. Beth Tweety a publiquement exhorté les Américains à éviter de voyager à Aruba et dans d'autres territoires néerlandais en raison de préoccupations concernant la sécurité des touristes. Lors d'une conférence de presse le 8 novembre, le gouverneur de l'Alabama, Bob Riley, et les Holloway ont appelé à un boycott. Riley a également contacté d'autres gouverneurs américains pour obtenir leur soutien, ceux de la Géorgie et de l'Arkansas se joignant à eux. Le conseil municipal de Philadelphie a adopté une résolution demandant au gouverneur de Pennsylvanie, Ed Rendell, de se joindre au boycott, bien qu'il ait refusé, et il n'y a pas eu d'approbation fédérale. Certains membres de la délégation du Congrès de l'Alabama ont soutenu le boycott, y compris les 2 sénateurs et le représentant Spencer Bachu. Le sénateur Richard Shelby a écrit à l'American Society of Travel Agents, exprimant des préoccupations pour la sécurité des citoyens américains à Aruba, déclarant « Nous ne pouvons pas faire confiance à notre protection à Aruba ». En réponse, le premier ministre d'Aruba, Nelson Odubey, a défendu les enquêteurs de l'île et a critiqué le boycott comme « absurde et irresponsable », déclarant « Nous ne sommes pas des guérilleros. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne représentons pas une menace pour les États-Unis, ni pour l'Alabama. »
Les communautés touristiques et commerciales d'Aruba, ainsi que les responsables gouvernementaux, ont formé le Aruba Strategic Communication Task Force pour contrer les représentations négatives de l'île. Le groupe, comprenant des représentants de l'Association des hôtels et du tourisme d'Aruba et de l'Office du tourisme d'Aruba, a publié des déclarations et participé à des apparitions médiatiques pour s'opposer au boycott et défendre la gestion de l'affaire par l'île. Oui, les médias ont joué un rôle énorme dans les récits, et même la presse n'a pas rendu justice à Natalie au début. Lorsque Natalie Holloway a disparu, il n'a pas fallu longtemps pour que les médias s'emparent de l'histoire et ne la lâchent plus. Dès l'instant où l'adolescente de l'Alabama a été portée disparue, son visage était partout. Les chaînes d'information câblées, en particulier aux États-Unis, ont diffusé l'histoire 24 heures sur 24. Pendant des semaines, et même des mois, il semblait impossible d'allumer la télévision sans entendre le nom de Natalie. Ce qui avait commencé comme une affaire locale de personnes disparues s'est rapidement transformé en un spectacle médiatique international. Une grande partie de l'attention accordée à l'affaire s'explique par le fait qu'elle contenait tous les éléments sur lesquels les médias ont tendance à se fixer. Une jeune femme blanche, attirante, disparaît lors d'un voyage de fin d'études secondaires sur une île tropicale. Le récit était irrésistible, et les chaînes d'information ont massivement misé sur l'appel émotionnel. La mère de Natalie, Beth Holloway, est devenue un visage très public de la recherche, plaidant sans relâche pour sa fille dans des émissions comme Nancy Grace, Larry King Live et The Today Show. Sa douleur était à vif, et sa persévérance à chercher des réponses a fait les gros titres à maintes reprises. Les médias ont suivi chacun de ses mouvements à Aruba, souvent en temps réel. Les chaînes d'information câblées, en particulier Fox News et CNN, ont joué un rôle majeur en transformant l'affaire Holloway en contenu quotidien. Les émissions ont diffusé des segments qui spéculaient sans fin sur les suspects possibles, les motifs et les théories, dont beaucoup n'étaient pas basés sur des faits vérifiés. Il y avait des interviews constantes avec les membres de la famille, les amis, et même des personnes qui n'avaient aucun lien réel avec l'affaire. Joran van der Sloot, le principal suspect, est devenu un nom familier en grande partie à cause de cette exposition médiatique incessante. Certaines couvertures ont même versé dans le domaine des tabloïds, le décrivant comme le méchant d'une sorte de drame télévisé. Alors que les projecteurs intenses ont contribué à maintenir la pression sur les autorités d'Aruba pour qu'elles poursuivent l'enquête, cela a également suscité des critiques. Beaucoup ont souligné la couverture disproportionnée dont a bénéficié Natalie Holloway par rapport à d'autres cas de personnes disparues, en particulier ceux impliquant des personnes de couleur. Le terme de « syndrome de la femme blanche disparue » a commencé à prendre de l'ampleur à cette époque, alors que les gens commençaient à reconnaître le schéma des médias se concentrant fortement sur les jeunes victimes féminines blanches de la classe moyenne ou supérieure, tout en ignorant largement les autres. Les fonctionnaires et les habitants d'Aruba ont également eu une relation compliquée avec la frénésie médiatique. Certains ont d'abord salué l'attention, espérant que cela aiderait à résoudre l'affaire. Mais avec le temps, les frustrations ont augmenté. Les autorités d'Aruba ont été critiquées, à juste titre et à tort, à l'antenne, et de nombreux habitants ont estimé que leur île était injustement dépeinte. Il y a même eu une baisse du tourisme en raison de la presse négative. La couverture médiatique suggérait souvent un niveau de corruption ou d'incompétence de la force de police locale, ce qui a entraîné des tensions entre les médias américains et les fonctionnaires d'Aruba. Au fil du temps, le récit médiatique a évolué, passant de la tentative de résoudre la disparition de Natalie à l'examen des échecs de l'enquête elle-même. Lorsque de nouveaux développements survenaient, même mineurs, ils étaient transformés en informations de dernière minute. Et chaque fois que Joran van der Sloot disait quelque chose, que ce soit une confession, une rétractation ou une autre tournure bizarre, cela faisait la une des journaux. Les médias ne semblaient pas pouvoir lâcher l'affaire, et d'une certaine manière, le public non plus. L'histoire était devenue plus qu'une simple personne disparue, c'était une obsession médiatique. Même des années plus tard, chaque nouvelle information, en particulier lorsque Van der Sloot a été arrêté pour un autre meurtre au Pérou ou lorsqu'il a finalement été extradé aux États-Unis, a ramené l'affaire sous les feux des projecteurs. Des documentaires, des émissions de true crime et même des téléfilms dramatisés ont maintenu l'histoire de Natalie dans l'œil du public longtemps après que la couverture médiatique quotidienne se soit estompée. Des plateformes comme Datlin NBC, 20/20 et les services de streaming ont toutes revisité l'affaire plusieurs fois, essayant de reconstituer ce qui s'était réellement passé. En fin de compte,
L'affaire Natalie Holloway est devenue un tournant dans la façon dont les histoires de personnes disparues étaient couvertes par les médias. Elle a mis en lumière le pouvoir de l'attention publique, les inconvénients du sensationnalisme et le déséquilibre dans la façon dont les affaires sont choisies pour une couverture de masse. Si les médias ont sans aucun doute joué un rôle en maintenant l'affaire en vie et en exerçant une pression sur les autorités, ils ont également révélé certains des aspects les plus sombres de la couverture médiatique, comme les préjugés, la surexposition et la frontière floue entre le journalisme et le divertissement. Vous souvenez-vous aussi de l'affaire Natalie? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits captivants.